c'est un peu après MeToo, quand il y a comme ce mouvement de femmes qui prennent la parole au sujet des agressions qu'ils ont vécues. Puis c'est une réflexion très personnelle, mais on dirait que moi, j'avais pas ce courage-là, ou enfin, je sentais pas ce courage-là de pouvoir dire j'ai été agressée sexuellement. Je sentais pas qu'on allait me prendre au sérieux de toute façon. J'ai vraiment été porter plainte. Puis à toutes les étapes là, de cette plainte-là, j'ai senti que l'espèce de message sous-entendu, c'était ça sert à rien que tu fasses ça. De toute façon, on va pas te croire. Tu peux poursuivre, bien sûr, mais sache que c'est un peu futile comme chose à faire, là. En fait, j'ai l'impression que cette parole-là voulait pas être entendue. En fait, ça, je me sentais vraiment comme un fardeau, là, un peu, tu sais. J'ai rencontré là, un sergent détective qui s'occupait de... Je pense que ça s'appelait la division des crimes majeurs. Puis vraiment, quand il me parlait, je sentais là, qu'il ne considérait pas que moi, ce que j'ai vécu, c'était un crime majeur, en fait, là. Je m'appelle Christina. Euh, Si, mettons, je parle de mes études, j'ai commencé à étudier la psycho à l'UQAM. Puis là, bon, la pandémie est arrivée, puis j'avais envie... En fait, j'avais toujours envie d'essayer la création littéraire. Tu sais, c'est quelque chose qui m'intéressait, mais j'avais jamais eu l'opportunité de faire ça là, dans mon parcours. Fait que je me suis dit, bon, un certificat, c'est 1 an, c'est pas très long. Puis si j'aime ça, ben tant mieux, je continuerai. Puis si j'aime pas ça, c'est pas grave, je vais juste revenir à mon bac, puis ça sera ça. Finalement, j'ai adoré mon certificat. J'ai rencontré là, des profs vraiment exceptionnels, puis ça m'a donné envie de poursuivre en fait en littérature. Donc j'ai continué au bac et là je suis à la maîtrise en création littéraire. Puis je m'intéresse surtout là, donc aux approches psychanalytiques du texte littéraire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et est-ce que c'est durant la mineure que tu faisais que tu as rencontré Marie-Pierre? Oui, c'est ça. C'est pendant le certificat que j'ai rencontré Marie-Pierre et Martine Delvaux. Marie-Pierre Lafontaine, Martine Delvaux. Puis ça a vraiment changé, là, en fait. Je pense que si je les avais pas rencontrés, le livre existerait pas, puis on n'en serait pas ici, là. En passant, Marie-Pierre, si t'écoutes ça, merci beaucoup. Oui, merci. Oui, c'est vraiment gentil. Parce que j'ai vraiment juste des belles choses à dire sur elle, là. Donc, c'est vraiment durant ce parcours où ça l'a comme changé carrément. Ouais, c'est ça. Je pense que ces deux enseignantes-là ont vraiment comme eu la sensibilité, nécessaire pour mon projet, puis je me suis sentie vraiment écoutée par elles, puis c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit ah oui, OK, je pourrais continuer, j'ai quand même ouais, je pourrais poursuivre dans ça, j'ai entamé cette réflexion, puis je pourrais vraiment continuer dans cette voie-là, là. T'as mentionné aussi que c'est l'approche psychanalytique, désolé, qui t'intéresse. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Ben, je m'intéresse à la psychanalyse depuis que je suis assez jeune, là. C'est arrivé comme ça dans ma vie. Je pense que j'ai juste, quand j'étais jeune, j'avais lu un livre de Freud, puis là, ça m'avait comme... Tu sais, sur le moment, j'avais pas trop compris, mais ça m'avait interpellée, j'aimais ça. On dirait que, tu sais, j'y retournais souvent, je me demandais, j'aimerais ça comprendre la psychanalyse un jour. Puis là, à force de la côtoyer, j'ai fini par comprendre certaines choses. Et ça a dû être marquant, non, de lire Freud assez jeune? Oui, ben c'est ça, tu sais, on dirait que je l'ai lu, mais je m'imprégnais juste des mots, c'est-à-dire que le sens m'échappait à ce moment-là. Mais on dirait que je sentais qu'il y avait quelque chose là pour moi, tu sais, où j'arrivais à comprendre des choses qui autrement étaient pas, en tout cas que je voyais pas là, ailleurs dans ma scolarité. Puis c'est pendant mon bac, tu sais, j'ai compris qu'on pouvait allier psychanalyse et littérature parce qu'en fait, mon intention en étudiant la psychologie, c'était vraiment ça. Tu sais, je voulais devenir psychologue d'orientation psychodynamique. Finalement, ça ça arrivera pas. Mais c'est ça. Donc là,
là, je suis quand même satisfaite de pouvoir allier à la fois la psychanalyse et la littérature. Et c'est à quel moment où tu t'es dit que tu voulais écrire un roman? Mais je pense que ça fait longtemps que je le voulais. Donc, c'est-à-dire, j'y ai pensé pendant longtemps. Je me suis dit, mon premier roman, je sais à peu près ce que ça serait, tu sais. Mais pendant longtemps, je me suis pas vraiment autorisée à écrire. Puis, vraiment, là, quand j'ai commencé à écrire, c'était pendant mon certificat. Surtout là, pendant le cours de création donné par Marie-Pierre, justement. Puis, c'est ça, là, à ce moment-là, je voulais abandonner le cours, je me souviens. Mais Marie-Pierre m'avait convaincue de rester puis de juste faire, en fait, les ateliers de création. Puis là, j'ai accepté. Je me suis dit, OK, tu sais, j'ai pas grand-chose à perdre. Puis finalement, j'ai adoré ça. Je pense que, en fait, les textes que j'ai écrits avec Marie-Pierre se retrouvent presque tels quels dans le livre. Donc, ça a vraiment été le point de départ pour le livre. Ouais, c'est comme un élément déclencheur. Hein. Ouais, c'est ça. Puis ensuite, c'est Martine qui a comme repris le flambeau. Puis on a travaillé à partir de ces textes-là pour vraiment, tu sais, développer là, un projet plus là, qui se tient un peu mieux, là. Mais c'est ça, c'est vraiment dans cet atelier-là que ça a commencé. Mm-hmm. Comme quoi, les ateliers d'écriture, ça peut être quand même assez important. Oui, 100%. Là, c'était vraiment un élément déclencheur pour moi. Mm-hmm. Puis, puisqu'on est en train de parler un peu du début du roman, est-ce que tu peux nous décrire un peu brièvement pour les personnes qui ont peut-être pas encore lu le roman, tu peux nous faire une description? Oui, absolument. Ben c'est un roman que je qualifierais d'auto-fictif, donc c'est un peu une fiction inspirée de ma vie à moi, qui suit en fait une jeune fille, parce que c'est pas encore une adulte, dans sa relation avec un jeune homme très insistant dans le fond, puis qui finit par agresser sexuellement cette fille. Puis en fait, le roman est écrit sous forme de fragments, puis donc les fragments sont superposés. Il y a une partie du roman qui est écrite au sujet de l'agression sexuelle, puis de toutes les interactions entre la fille et cet homme-là, puis l'autre partie, elle est écrite davantage par rapport à la fille et sa famille d'origine roumaine, donc. Mais le roman s'appelle Femme silencieuse et on peut constater que le silence a quand même un poids auprès du personnage ou des autres personnages, des autres femmes dans le roman. Mais je voudrais savoir pourquoi ce titre et pourquoi le silence en fait. Ben, c'est-à-dire que faut se remettre un peu dans le contexte. C'est un peu après MeToo quand il y a comme ce mouvement de femmes qui prennent la parole au sujet des agressions qu'ils ont vécues. Puis c'est une réflexion très personnelle, mais on dirait que moi, j'avais pas ce courage-là, ou enfin, je sentais pas ce courage-là de pouvoir dire j'ai été agressée sexuellement. Je sentais pas qu'on allait me prendre au sérieux de toute façon. Donc, j'avais pas vraiment envie de le dire. J'ai aussi été vraiment inspirée donc par le livre à Marie-Pierre, là, j'en ai parlé tout à l'heure, mais j'ai trouvé que c'était un message tellement fort, puis j'avais énormément d'admiration pour les femmes qui étaient capables de faire ça, mais je sentais que moi, c'était pas possible. Donc, j'ai décidé, tu sais, j'écrivais, là, j'essayais d'écrire comme Marie-Pierre, là, si on veut, puis ça marchait pas du tout. Fait que j'ai pris la question par la négative, c'est-à-dire que, comment dire, je me suis dit, OK, si on me croit pas de toute façon, je vais effacer complètement ce personnage-là, puis je vais seulement écrire ce qu'il y a autour de ce personnage-là, donc ce qui est dit au sujet de ce personnage-là. Donc j'ai écrit ce que la fréquentation, comment il se parlait, mais j'ai juste écrit en fait les répliques du gars, puis juste écrit du point de vue des parents aussi de la narratrice. Donc, la narratrice, elle existe seulement au travers des paroles des autres. C'est vraiment la littérature qui t'a permis de parler d'un sujet dont tu croyais vraiment qu'on n'allait pas te croire, c'est ça?
Oui, c'est ça, parce que moi, ben, c'est-à-dire que dans ma vraie vie, j'ai vraiment été porter plainte. Puis à toutes les étapes là, de cette plainte-là, j'ai senti que l'espèce de message sous-entendu, c'était ça sert à rien que tu fasses ça. De toute façon, on va pas te croire. Tu peux poursuivre, bien sûr, mais sache que c'est un peu futile comme chose à faire, là. Et comment tu te sentais quand tu voyais à chaque fois qu'on te disait ce genre de propos? C'est-à-dire que moi, j'avais espoir, tu sais, que les choses soient différentes, mais quelque part, il y avait aussi une forme de... On dirait que je le savais à l'intérieur de moi, puis j'étais habituée à ça, notamment, bon, culturellement, je suis d'origine roumaine, donc on est quand même on est des gens assez inhibés, là. Donc, je portais déjà ce bagage-là du silence, je pense. Mais c'est sûr que j'espérais que les choses changent ou soient différentes cette fois-ci en portant plainte, puis finalement, pas tellement. Ouais, non, finalement, mais c'est ça qui est dommage, c'est à chaque étape, on te rajoute des obstacles, Ouais. alors que ça ne devrait pas être le cas. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme si, tu sais, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que cette parole-là voulait pas être entendue, en fait. Je me sentais vraiment comme un fardeau, là, un peu, tu sais. J'ai rencontré, là, un sergent détective qui s'occupait je pense que ça s'appelait la division des crimes majeurs. Puis vraiment, quand il me parlait, je sentais là, qu'il ne considérait pas que moi, ce que j'ai vécu, c'était un crime majeur, en fait. Là. Selon lui, j'avais l'impression que on n'était pas dans cet ordre-là. Là. Le fait qu'il te fait sentir ça, est-ce que ça crée de genre de questionnement à un moment donné? Oui, c'est ça. Ben, c'est-à-dire que personnellement, pendant un moment, je me suis vraiment demandé, tu sais, qu'est-ce que j'ai vécu? Est-ce que c'est vraiment un crime? Est-ce que c'était peut-être correct, tu sais? Puis honnêtement, c'est encore des choses que je me demande aujourd'hui, malgré le fait que j'ai publié ce livre. Mais oui, c'est ça. En même temps, de ce que j'en ai compris, les choses ont changé. Donc, j'essaie quand même d'être optimiste là, par rapport à ça. Mais c'est sûr que l'expérience que moi, j'ai vécue, dont moi, je peux témoigner, c'est celle-là qui était assez mauvaise et difficile. Ouais, et tu as mentionné aussi que... je sais pas quel terme tu as utilisé, mais comme quoi, même si tu avais un espoir, il y avait quand même un côté de toi qui, à cause de... Comme tu es d'origine roumaine, tu te disais, ben, il y a déjà une structure mise en place. Ouais, c'est ça. Donc, mais qu'est-ce que tu veux dire que comment tes origines, ou comment cette socialisation, je suppose, ça Ben, j'aime beaucoup le mot structure là, que tu as utilisé. Je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que puis il y a une question de filiation aussi, là, mais la manière dont mes parents me parlent, il y a énormément de non-dits dans notre, notre système familial. Il y a aussi là, beaucoup de non-dits par rapport à mes grands-parents aussi. Donc, on dirait que j'ai senti à un jeune âge qu'il y avait des zones grises un peu sur lesquelles je pouvais pas, au sujet desquelles, en fait, je pouvais pas poser de questions. Puis, je pense que c'est de cette manière-là que le silence s'est comme construit culturellement. Je pense que, enfin, mes parents ont vécu là, toute la période communiste. Puis, de ce qu'ils m'ont raconté de ça, c'est que généralement, ça fonctionnait comme ça, tu sais, par non-dit. Pour se protéger, on disait pas les choses parce que si on les dit, ben là, il peut avoir des conséquences là, assez graves. Donc c'est ça, c'est un peu notre manière de communiquer, je pense. Ouais, ça, donc c'était vraiment une forme de protection pour eux. Ouais. Mm-hmm. Qui, bon, a fini par me nuire, là, éventuellement, mais... Mm-hmm. Et mais je crois que dans le roman, il y a un passage où, si je me trompe pas, c'est la mère qui parle, ou la mère, si je me trompe pas, okay. Et elle dit, ils nous ont acceptés ici alors qu'on n'avait pas d'argent, ici au moins il y a des règles, des lois, etc. Est-ce que c'est un peu ça, en fait, que dans le pays d'origine, comme on ne pouvait pas s'exprimer, il n'y avait pas nécessairement une justice,
alors que eux, quand ils arrivent ici, ils ont l'impression qu'il y a une justice, mais finalement, oui, c'est loin ça. d'être le cas. Oui, je pense qu'eux aussi ont voulu croire à cette idée-là qu'ici, le système de justice est très bon, puis la raison pour laquelle là, l'Occident est si prospère, c'est parce que justement, on a ces règles-là, on a un cadre, on a des, des conséquences aussi là, pour les gens qui désobéissent. Donc, je pense que c'est un peu... c'est une idée à laquelle ils ont vraiment tenté très fort là, de croire. Et donc, donc, moi aussi, j'y ai cru. Mais voilà. Donc, la réalité est un peu plus nuancée là, que ça, par contre. Ouais, et tu sais, je veux revenir sur le silence encore une fois, parce que les effets du silence ont un impact beaucoup plus marqué auprès des femmes, mais dans ce qu'on lit dans le roman. Oui, c'est ça. En fait, ce que j'ai essayé d'illustrer, c'est l'espèce de transmission du silence de femme en femme, puis de génération en génération. Donc, si la grand-mère parle pas à la mère, ben la mère, elle parlera pas à la fille. Puis ce que la grand-mère ne dit pas, la mère le sait pas, donc la fille le saura jamais. C'est un peu cette idée que si on... En fait, pas si, quand on dit pas les choses, ben il y a une espèce de coupure qui se fait au niveau de la transmission, puis il y a une espèce de vide là, qui demeure. Tu sais, le silence fait en sorte qu'on ne sait pas quelles sont les injustices qui ont été commises aussi. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que c'est ce que je voulais dire. Ouais. Ouais, donc le cycle peut se répéter et ça peut créer des problèmes intergénérationnels. Ouais, absolument. C'est comme si... ouais, exactement. Très bien dit. Et est-ce que le titre, tu savais déjà que ça allait s'appeler comme ça dès le début, ou c'est vraiment au fur et à mesure que tu écrivais que c'est venu en tête? Dieu. Ben, c'est-à-dire que je pense que la première version, il y avait comme... J'avais écrit le titre... C'était comme un triptyque un peu. Je me souviens de ça. Il y avait 3 parties. Puis l'une d'entre elles s'appelait « Les femmes silencieuses ». Puis finalement, je pense que c'était un choix d'édition là, de simplement garder « Femmes silencieuses ». Mais c'est ce que je me souviens. Mais ça a été une décision qui a été prise assez tard. Pendant longtemps, on dirait que j'ai jamais été satisfaite du titre. Puis finalement, je pense que fallait vraiment juste prendre une décision, puis là, c'était correct. T'sais, une fois que la décision a été prise, on dirait que ça fonctionnait très bien, puis esthétiquement, ça allait, puis j'étais contente. Fallait juste que quelqu'un me dise que c'était un bon titre. Là, on a parlé du silence, mais concernant le système de la justice... Ouais. Tu l'as déjà mentionné un peu, comme quoi, toi, ton expérience était assez... il y a eu des obstacles. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose de récurrent? Quelque chose qui... est-ce que c'est comme un problème systémique rendu là? Je peux certainement parler de l'état des choses au moment où moi, j'ai porté plainte. Donc, je pense que c'était en 2018, peut-être. 2017, je sais plus. Puis à ce moment-là, je pense que tout le mouvement MeToo, ça n'avait pas la crédibilité que ça a aujourd'hui. Là. Puis il n'y avait pas encore de transformation vraiment, je pense que tu l'as mentionné, mais vraiment systémique au niveau des lois puis de la manière de prendre en charge les agressions sexuelles. Là. Donc moi, j'ai témoigné vraiment... j'ai porté plainte vraiment comme si c'était un crime... ordinaire, comme si on m'avait cambriolé. Ouais, alors que c'est pas un crime ordinaire. Non, c'est ça. C'est un crime très, très intime. Puis les questions qu'on m'a posées étaient vraiment très, très intrusives parce que, bon, j'imagine, j'essaie tout le temps de me mettre à la place là, des personnes qui sont là de l'autre côté de ce système-là, mais j'imagine que, tu sais, ils ont besoin de toutes les informations pour... déterminer s'il y a eu crime ou non, tu sais. Mais en tant que victime, c'est assez difficile de parler d'une agression sexuelle, de dire exactement, tu sais, comment on a été touché, quand, combien de fois, est-ce qu'on a dit non, comment on a dit non, est-ce qu'il a pu comprendre ce nom-là. Donc, c'est assez
assez intense là, comme expérience. Oui, puis il y a une scène aussi dans le roman où on pose tout ce genre de questions Ouais. à la victime et je me disais, my God, je voudrais pas être à sa place parce que tu sais, parfois, ben, dans le cas du personnage principal, tu sais, on voit l'évolution on voit comment on arrive à l'agression. Ouais. Donc, je me disais, juste que le personnage se remémore tout ça, ça doit être assez difficile. Oui, puis c'est très difficile à synthétiser, là, une relation, tu sais, en 1 heure. C'est vraiment dur de d'écrire ce climat qui est installé par l'agresseur. Je pense que Marie-Pierre le disait bien, mais c'est cette idée de... S'il y a quelque chose d'insidieux là, dans ce type de relation-là, puis c'est très, très difficile de l'exprimer avec des mots, là, ce caractère insidieux de la chose. Là. Donc, des fois, c'est pas une question de dire oui ou non. Des fois, c'est une question de climat, c'est une question de rapport à l'autre aussi. Là. Donc, je pense que c'est... peut-être qu'en fait, ce témoignage-là, ce qui était demandé était pas du même ordre que ce que moi, je pouvais donner comme réponse, tu sais. C'est-à-dire que moi, j'arrivais pas à donner une réponse verbale qui était satisfaisante pour eux. Et, mais j'ai beaucoup apprécié quand tu parles de climat et de rapport à l'autre. Ouais. Parce qu'en effet, même si tu dis oui, mais s'il y a eu un rapport de force, ouais. puis on t'a comme obligé à dire oui, finalement, c'est pas oui, c'est ça. C'est ça. Puis en fait, c'est dur d'exprimer ça, de dire je me suis sentie forcée à dire oui. Ça pose d'autres questions, mais mon Dieu, j'ai oublié où je m'en allais avec ça. Mais je pense que c'est ça, c'est très difficile à exprimer. Puis c'est dur. On dirait que mon expérience, c'est qu'on ne nous croit pas quand on dit ça. Il y a toujours une forme de minimisation parce que parce qu'on assume que chaque personne est un libre agent, là, complètement. Mais tu sais, d'être une jeune fille adolescente dans ce type de relation-là, il y a nécessairement des pressions qui est pas possible d'exprimer, là, en fait, devant une autorité. Je comprends. Puis, il y a un élément que tu as mentionné que je trouvais vraiment intéressant, c'est que quand tu as lu l'essai de Marie-Pierre, ouais. ça t'a comme donné une force pour finalement décrire ce genre de situation dans la forme littéraire. Ouais. Donc, comme quoi la littérature... puis je crois qu'en fait, quand on avait parlé, Marie-Pierre et moi, elle avait mentionné justement comme quoi la littérature, ça peut créer aussi une sorte de réseau d'appui. Oui. Oui, vraiment. Je pense que je parle beaucoup de Marie-Pierre parce que c'est la première personne qui m'a offert aussi ce soutien-là. Mais oui, absolument. Là, je pense que ça prend une filiation un peu là, littéraire. Ça prend des gens avant soi-même qui ont abordé un sujet qui nous habite nous-mêmes. Puis même moi, quand je me sens pas bien ou quand j'ai un problème de n'importe quel ordre, souvent je me tourne vers la littérature. Donc je vais me tourner vers des auteurs, des autrices que j'admire ou des livres que j'ai vraiment, qui ont été marquants pour moi. Donc c'est comme... il y a une question de sécurité aussi là, dans la littérature, on dirait. Puis ça passe par cette filation-là, selon moi. Est-ce que... mais comment tu le vois, toi, la littérature? Quel est son rôle dans la société en tant que tel? Dans la société, c'est difficile à dire. Mais je pense que... C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à s'exprimer. Mais toute cette difficulté-là est un peu effacée là, dans le contexte littéraire. Puis je pense que
souvent, quand, mettons, t'es quelqu'un qui se fait souvent couper ou qu'on n'écoute pas ou qu'on n'a pas tendance à... ou c'est ça, dont l'opinion n'a pas tendance à être considérée, je trouve que la littérature, ça permet de... Enfin, moi, ça m'a permis de raconter mon histoire jusqu'au bout, tu sais. Puis les gens, en fait, qui rencontrent ce livre-là, ben, ils sont confrontés à cette histoire-là qu'ils vont lire jusqu'à la fin. Ouais. Puis ça, c'est vraiment rare, là. Ça arrive pas souvent dans ma vie, tu sais, de pas me faire couper ou de vraiment d'avoir cet espace-là pour dire ce que je veux dans, tu sais, avec le nombre de pages que je veux, puis vraiment d'avoir cette liberté créatrice-là, là. Mm-hmm. Parce que c'est raconter ton histoire à ta façon, avec tes propres mots. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Puis c'est aussi, tu sais, c'est quelque chose qui m'a été refusé là, au niveau du système judiciaire. Donc pour moi, c'est un peu une manière de refaire ce processus-là de justice parce que, pardon, mais quand le livre est sorti, j'ai vraiment eu des très bons retours. Puis on dirait que c'est la première fois que je réalisais genre, ah, OK, il y a des gens de mon côté, tu sais. Parce que pendant mon processus, j'avais pas réalisé ça. J'avais pas réalisé qu'il y avait d'autres femmes qui avaient vécu des choses similaires ou qui pouvaient se voir dans ce type d'expérience-là. Tu sais, bien sûr, j'avais lu là, des livres, mais j'avais pas vraiment compris, là, tu sais, de manière très incarnée qu'il y avait des gens qui pouvaient être de mon côté, vraiment. C'est exactement ça. Donc, ouais, ça a été vraiment une belle surprise, je dirais. Je suppose aussi ça doit être une belle surprise pour les gens qui te lisent, dans le sens que si une personne a vécu une situation similaire, il doit se dire, ben, j'avais peut-être pas de mots pour le décrire, mais dans le roman, il y a des... Tu sais, j'arrive à m'y reconnaître. Ouais, oui, c'est ça. Puis j'ai été vraiment touchée de voir, tu sais, il y a des adolescentes, là, ça m'a énormément touchée, mais tu sais, qui sont venues me voir pour me dire qu'ils ont vécu des choses similaires. Ça, je trouve ça complètement fou, là, de pouvoir avoir ces rencontres-là avec des gens, tu sais, qui autrement, on se croit, tu sais, on n'aurait jamais de contact. Ça, j'ai trouvé ça, là, complètement ahurissant, vraiment. Ouais. Et, tu sais, c'est fou aussi qu'il y ait des... C'était des jeunes au secondaire, c'est ça? Oui, ben je sais pas avec quel âge, là, c'était au Salon du Livre, mais c'était comme des jeunes filles, là, qui... Tu sais, qui avaient à peu près l'âge de la narratrice, là, je me disais, puis je me disais, mon Dieu, c'est... Moi, avoir eu un livre comme ça à cet âge-là, ça m'aurait vraiment aidé, là. Donc, ouais, c'est vraiment touchant, en tout cas. Et je suppose que c'est ça aussi un rôle de la littérature, c'est que ça permet de parler de sujets que peut-être auparavant ça aurait été tabou. Ouais. Et ça permet aussi à des personnes de tu sais, comme tu dis, quand tu étais jeune, tu aurais voulu lire un roman de ce genre, donc... Ouais. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a une fonction un peu de reconnaissance là, dans la littérature, c'est-à-dire que même moi, tu sais, j'aime lire les livres dans lesquels j'arrive à me reconnaître, où il y a un aspect du narrateur ou de la narratrice qui est directement lié à ma propre subjectivité, là. Donc, je pense que c'est vraiment... pour quelqu'un dont la vie est assez... comment dire? Inhibée, là, je pense que je vais utiliser ce mot-là. D'avoir, tu sais, cette littérature qui est vraiment... riche, ou en tout cas de trouver une certaine richesse dans la littérature, c'est vraiment salvateur, là, parce que sinon... Ouais, et surtout où on peut se reconnaître, ouais. comme tu l'as mentionné. Et tu sais, dans le roman, j'ai l'impression que c'est quand même assez subtil, mais on constate que la personne a des origines d'ailleurs. Ouais. Et ça influence aussi un peu... bon, je sais pas si ça influence, mais dans le sens que, tu sais, elle reçoit des propos un peu déplacés à cause de ses origines. Ouais.
Et ça, de nombreuses personnes le reçoivent. C'est quand t'es d'origine... Oui, j'imagine. Ouais, quand t'es... même si t'es né ici, mais si t'as pas l'air d'ici... Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, il y a l'effet contraire aussi, là, c'est-à-dire d'être né ici, mais que les gens assument que t'es pas né ici. Mais oui, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'il y a un rapport. Le rapport entre l'agresseur et la narratrice en est un de pouvoir, mais à plusieurs niveaux, tu sais. Parce qu'il y a aussi cette question d'origine là, qui est pas à l'avant-plan, là, comme tu as dit, mais effectivement, je pense que l'agresseur s'est permis ces choses-là, entre autres parce que la narratrice était d'origine immigrante roumaine. Donc, je pense qu'il y a cette question de légitimité là, de la... C'est-à-dire que les deux... Genre, moi, je suis citoyenne canadienne, mais quand même, il y a ce rapport de pouvoir qui existe là, tout le temps. Ouais, puis... en plus, dans un des passages, il mentionne... bon, je sais pas comment le dire, là, mais comme dans le sens... il dit, est-ce que t'es roumaine? Puis là, il mentionne que son ex est roumaine aussi. Puis là, il dit, je veux entendre ton accent roumain, des trucs de même. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a comme une fétichisation de... C'est ça, exactement. De l'origine ethnique. Mm-hmm. Qui, j'imagine... Tu sais, on m'en a pas parlé directement, mais j'imagine que c'est quand même... c'est-à-dire que moi, j'ai pas lu beaucoup de livres là, où il y avait ce genre de situation-là. Mais quand même, tu sais, c'est une réalité qu'on peut l'entendre auprès de plus... Tu sais, j'ai des amis qui m'ont déjà mentionné ce genre de situation qui... des situations inacceptables, là. C'est des propos inacceptables. Ouais. Mais que malheureusement, Malheureusement, c'est encore prononcé auprès de certaines personnes. Oui. Et ça crée comme des genres de micro-agressions. Hein. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'en contexte de relations intimes, c'est un peu plus... En tout cas, je formulerais l'hypothèse que ça arrive plus souvent parce qu'il y a personne qui regarde, il y a personne qui est témoin de ça. Donc, c'est un peu une situation avec laquelle tu te retrouves seul. Puis c'est vraiment, c'est la parole, c'est ta parole contre celle de l'autre personne. Donc, c'est un peu... c'est ça, je pense que microagression, c'est effectivement le terme. Là. Moi, j'ai quand même... C'est-à-dire que j'ai jamais... parler de l'aspect plus... comment dire? Je veux pas dire racial, mais c'est-à-dire le côté de l'origine ethnique. J'en ai pas beaucoup parlé parce que, évidemment, je trouve que mon expérience n'est pas celle là, d'une personne qui est racisée, mais c'est sûr qu'il y a certaines ressemblances à cette expérience-là. Donc, juste, il y a quelques secondes, tu as mentionné que tes personnes est témoin et que la personne se retrouve seule. Donc, encore une fois, le personnage puis, se retrouve à plusieurs reprises dans des situations où elle est seule, où elle a vraiment l'impression qu'il y a la personne qui peut l'appuyer. Hein. Ouais, c'est ça. Ben, c'est vraiment le climat que j'essayais de dépeindre. Ou, j'essayais en fait de comprendre aussi là, pourquoi ça m'avait autant affecté, cette expérience-là, parce que au moment où je l'ai vécu, en fait, tout le monde me disait « mais c'est normal », tu sais. Ah ouais? C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'amis qui se sont fait agresser par des garçons comme ça. C'était vraiment, tu sais, à ce moment-là, c'était une situation quand même... ça arrivait souvent, là, en tout cas dans mon cercle d'amis, puis généralement autour de moi, c'était comme... Tu sais, c'est des comportements qui étaient pas si... réprimandé là, socialement. Ouais, c'est ça. Donc, comme ça l'arrivait souvent, c'est une forme de normalité, c'est ça? Oui, vraiment, vraiment. Puis, donc, moi, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était complètement normal. C'est juste que il y avait comme une espèce de... J'avais des symptômes, tu sais, traumatiques qui demeuraient, mais je comprenais pas vraiment pourquoi. Puis, ça m'a pris vraiment quand même un bon bout de temps là, avant de réaliser que c'était à cause de cette agression-là. Puis même, tu sais, en fait, c'est l'agresseur qui a utilisé le mot viol. Moi, je l'ai jamais utilisé. Donc, il y avait conscience. Oui, donc lui, il savait qu'il m'avait agressé, mais moi, on dirait que j'arrivais même pas à assumer ce terme-là parce que
c'était tellement normal autour de moi que voilà, donc je sentais même pas que j'étais assez légitime pour utiliser ce terme-là de victime de violences sexuelles. Là. Ça montre à quel point il y a comme du travail à faire, puis... Oui, absolument, absolument. Puis peut-être que le système de justice aussi est pas c'est peut-être que c'est pas là non plus que toutes les solutions vont se trouver aussi. Ouais, parce que ça doit être intimidant quand même, tu sais. Oui, oui, vraiment. Tu sais, il y a des gens qui le souhaitent pas aussi, là, ce qui est quand même vraiment compréhensible. Mais je pense qu'on m'avait dit que 99% des plaintes pour agression aboutissaient pas à une accusation. 99%? Oui. Donc là, je me suis dit... Mais évidemment, tu sais, j'avais 18 ans, fait que je me suis dit, moi j'ai des preuves, donc ça devrait être différent. Tu sais, au moins, je pourrais avoir un procès, peut-être. Finalement, non, pas vraiment. Ouais. Donc c'est ça, tu sais, c'est à se demander si c'est vraiment par cette avenue-là que socialement on pourrait passer pour réprimander là, ces gestes-là. Je sais pas, c'est une question. Ouais. Mais je suis encore choquée, donc plus de 90%. 99%, c'est quand même... Mais, ou c'était peut-être pour me décourager aussi là, de continuer, mais dans tous les cas, je pense que c'est quand même assez... c'est quand même assez proche là, de peut-être 95 pour être plus. Ouais. Mais tu sais, ça serait tellement intéressant d'explorer de quelle façon on peut réformer le système de justice. Ouais. Parce que clairement, ça répond pas à la réalité sur le terrain. Un peu comme tu le mentionnais, il y a plein de personnes qui n'arrivent même pas comme à ce niveau-là. Donc, oui, c'est ça. Puis moi, en tout cas, elle est peut-être là, la question de classe et tout, mais c'est-à-dire que je suis une femme blanche, jeune, vraiment, tu sais, de classe sociale quand même aisée. Moyenne, là. Oui, c'est ça. Tu sais, je m'exprime en français, j'ai été scolarisée ici, donc j'avais vraiment, tu sais, beaucoup d'éléments qui étaient censés m'avantager, mais finalement, ça n'a pas été suffisant là, pour faire face à ce système-là. Peut-être pour finir notre conversation, est-ce que il y a quelque chose d'autre que tu voudrais mentionner par rapport au roman? On peut parler, même si c'est difficile. J'aimerais ça que les gens se disent que c'est possible d'écrire, même si on le fait pas aussi. C'est-à-dire qu'on va pas, y aller de manière crue. C'est possible de trouver des solutions pour s'adapter un peu à son propre silence, là. Puis que c'est possible aussi d'écrire quand on vit dans ce mode un peu de silence. Je pense que c'est ce que j'aimerais que les gens retiennent, ouais. C'est que c'est possible de créer puis d'écrire, même si on pense qu'on n'a pas de subjectivité nous-mêmes, même si on pense que notre opinion est pas importante. Je pense qu'il y a quand même là, une possibilité. Puis ce qui est intéressant, c'est de parler de ça aussi, de le dire, de le nommer, qu'on pense qu'on croit pas à notre propre subjectivité puis qu'on croit pas à notre propre parole. Ça peut être vraiment un point de départ intéressant pour écrire aussi. Je voudrais te remercier aussi pour cette belle conversation. Oui, merci. Ben merci à toi. Ça m'a vraiment touché que tu m'invites, là. Ouais, puis j'ai hâte de voir la sortie, s'il y en a bien sûr des prochains romans. Mais merci, puis merci à Marie-Pierre. Oui, merci à Marie-Pierre, puis merci encore. Ça m'a vraiment fait plaisir là, d'être ici avec toi.